On va parler guerre commerciale dorénavant et cette grande question de la préférence européenne. Cette semaine, la Commission devait présenter un texte dit d'accélération industrielle qui doit notamment permettre de réserver une partie des marchés publics européens. Les marchés publics européens, c'est 2000 milliards par an. Une paille quand même. Bon, de le réserver au Made in Europe et de contraindre certains secteurs, notamment l'automobile, à acheter dans les pièces diverses et variées du Made in Europe aussi. Bref, un Buy European Act. Ça a été repoussé pour la 3e fois. Alors on l'attend le 4 mars maintenant, ce fameux texte. La grande surprise, moi en tout cas je ne l'avais pas vu, c'est que les dissensions ne sont plus tant au niveau des capitales européennes qu'au sein même de la Commission, entre d'un côté la DG Industrie et de l'autre la DG Trade, Roland Gillet. Qu'est-ce que vous pensez de ces reports à répétition? D'abord, si on regarde non pas des droits de douane, mais l'équivalent entre pays européens, c'est 44% sur les biens, 110% sur les services. Donc on arrive déjà à se concurrencer. Nos barrières internes au sein de l'UE. Bien sûr, et vous avez d'ailleurs vu que quand ce n'est pas au niveau de l'UE, mais au niveau de la Commission pour les tarifs en réaction à notamment Donald Trump, les produits qui sont mis dedans sont effectivement liés à du 1 pour tous et chacun pour soi quand on choisit. Et en fonction de la taille du pays, on n'a pas le même poids et en fonction de ce qu'on a envie avec son industrie, non plus. Et des relations bilatérales avec les États-Unis, non plus. Oui. Et de ce qu'on a comme produits importés venant de Chine, non plus. Et de la manière dont on s'approvisionne en énergie, non plus. Parce que parfois, on achète des choses à certains pays qui ont de l'énergie, puisque nous, on n'en a pas, même si on en parle beaucoup. En tous les cas, encore du carboné notamment. Et donc, résultat, tout ça joue au niveau déjà européen. Donc, de dire aujourd'hui, on va faire du Made in Europe, où on va être protectionniste, hein, c'est un peu ça l'idée, oui. On le fait déjà entre nous. Donc, je ne vois pas en quoi on a trouvé quelque chose de révolutionnaire. Par contre, comme ça représente quand même, dans la estimation, c'est l'inverse. 2000 milliards, c'est 13 à 14% du pays européen. Mais si on ajoute certaines dépenses publiques, c'est plutôt 16 à 19%. Mais, de nouveau, ils sont déjà, pour le moment, mobilisés par les États eux-mêmes dans des investissements pro-nationaux. Donc, ce n'est pas comme si on disait, on les a à disposition et on va de nouveau se mettre d'accord entre nous sur qui va être le sous-traitant de qui ou de quoi. Donc, ce n'est pas un game changer, selon non, vous. Et en plus, on a un autre problème qui me paraît important. C'est d'ailleurs pour ça que, par rapport aux États-Unis, c'est très criant, et même pour le reste du monde. Le pays qui exporte le plus de façon générale, je parle industriel, c'est l'Allemagne. Vous voyez bien la croissance allemande pour le moment, qui subit notamment le fait que les Chinois ont compris ce qui se passe avec Trump, et surtout 15%, et on ne parle pas de tarifs, de dévaluation du dollar par rapport à l'euro pour le moment. Donc, clairement, eux souffrent d'abord. Je vous signale d'ailleurs que ce n'est bon pour personne. Et j'ai expliqué que j'étais en Espagne la semaine dernière, à Madrid, malgré qu'ils vont bien, ils s'inquiètent d'abord de ça, hein, parce que ça fait mal à leurs exportateurs, indirectement. Via le biais. Et donc, je dis que c'est vrai qu'on peut jouer ce volet-là, mais dans certains cas, heureusement qu'on ne le jouera pas. Regardez même les États-Unis, ils sont bien contents d'aller chercher certaines puces ou certaines à façon qui ne coûtent pas cher dans les iPhones où il n'y a que la technologie qui reste aux États-Unis, parce qu'il y a aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, davantage de coûts. Bon, c'est peut-être un effet inflationniste aussi. Davidia réagit sur Twitter et vous pouvez réagir sur Twitter en direct sur mon compte @legenrat. Dit que Jean-Marc Daniel fait l'impasse sur une inflation par les matières premières, cuivre, lithium, par exemple. Les normes et les barrières protectionnistes, c'est aussi un facteur d'inflation. Hein. Mais il me semble qu'on l'a dit, donc il y aurait quelque chose d'intermédiaire sur les matières premières. Pour ou contre le Buy European Act? Pour. Et je vais vous rajouter quelque chose. Je pense que Roland a bien expliqué un peu les coulisses de Bruxelles qu'il connaît. Puis je préfère parler avant Jean-Marc qui va dire que tout ça, c'est des bêtises. Oui. Donc, je connais sa position. Et donc, je vais... Et alors... Et nous, il y a un sujet, c'est l'industrie financière européenne. Oui. Donc, je suis vice-président de l'AFG. L'Association française de gestion financière. Les sociétés de gestion européennes pesaient le même poids, 50-50 avec les américaines. Aujourd'hui, on est... En 2007, avant crise. Il y a moins de 20 ans. 20 ans plus tard. Maintenant, on est à 85-15. Et... Alors, ça tient à plusieurs choses. Ça tient au fait que les investissements aux États-Unis ont beaucoup plus rapporté, qu'il y a la liberté. Donc, tout ça, c'est aussi le prix de la réglementation européenne. Donc là, je sers un peu quelques arguments à Jean-Marc. Mais il y avait quand même des choses incroyables. De penser que c'est BlackRock qui a eu une mission de conseil. Je vais rester un peu vague parce que je ne sais pas exactement. Mais je crois sur la politique ESG pour conseiller une institution européenne, peut-être la Commission européenne. Or, BlackRock a changé d'avis dès qu'on a changé de gouvernement américain. Donc, il faut que dans l'industrie financière, on ait
quand même de la préférence européenne, et ça n'est pas dans le plan initial. Et ça se traduit comment pour l'industrie financière, la ça préférence voudrait européenne? dire que, je ne sais pas, que quand il y a un appel d'offres, s'il s'agit de gérer l'argent d'institutions para-étatiques, qu'il faille une préférence européenne, c'est la même chose. Jean-Marc Daniel. Oui. Juste, je vais quand même répondre à l'auditeur très rapidement. Hein. Je veux dire, je veux pas faire... L'inflation par les matières premières. Oui, je veux pas non plus paraître cuistre et dire tout ça, ça n'a aucun sens. Encore une fois, il y a quand même des travaux économiques qui ont été faits. L'inflation, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, et c'est une hausse du niveau général des prix durable et générale, encore une fois. Et donc, ce que montre bien, d'ailleurs, ce qu'a montré l'expérience des chocs pétroliers, vous avez de l'inflation si vous avez derrière une boucle prix-salaire. Or, ce que je maintiens, c'est que vous allez avoir une augmentation des prix, effectivement, donc des prix relatifs, ce qu'on appelle, effectivement, non pas de l'inflation, mais un effet cantillon en économie, c'est-à-dire certains prix augmentent et redistribuent, mais... L'effet cantillon. Des prix augmentent, donc il y a une redistribution des pouvoirs d'achat, mais il n'y a pas ce mécanisme de hausse systématique des prix. Et pour qu'il y ait des hausses de prix, il faut qu'il y ait soit effectivement une boucle prix-salaire sur les coûts, soit une inflation par la demande qui est essentiellement entretenue par une demande publique qui n'est pas financée. Et l'effet cantillon, il commence sur les actifs financiers, c'est ce qui s'est passé en 2021, c'est-à-dire que ce sont d'abord les bourses qui ont monté. L'effet cantillon, c'est certains prix qui augmentent avec le fait... Donc, sectoriel, comme on va avoir sur les matières Jean-Marc. premières. Oui, près de la sauf que sur les marchés boursiers, c'est pas dans l'inflation, puisque l'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation. Et donc, effectivement, les prix qui montent en plus, en ce moment, potentiellement liés à des politiques monétaires qui sont trop accommodantes, c'est plutôt les prix des actifs. On rejoint ce que dit Guillaume. Oui, mais fondamentalement, pour revenir sur la question... Faut-il du Made in Europe, Made in Europe de pièces Non, européennes, pour réagir à ce que vient de dire Roland, je pense que toutes ces barrières qui ont été identifiées sont, notamment par le rapport de la BCE, sont des barrières extra droit de douane. C'est-à-dire, on est quand même dans le régime qui est le régime de l'acte unique. C'est 40 ans l'acte unique. La vraie question qu'on doit se poser... Oui, mais il y a des barrières normatives, réglementaires. Pourquoi est-ce que l'acte unique a autant de mal à se mettre en place? Oui. Et donc, la question qui se pose, c'est effectivement, pourquoi est-ce que les gens continuent à avoir une sorte de... C'est ce que dit Tobin. Tobin, il dit, tout économiste qui se respecte est pour le libre-échange, tout homme politique et qui veut se faire élire est pour le protectionnisme. Et donc, effectivement, nous avons des hommes politiques qui se heurtent à ce que disent les économistes. Donc moi, je vais essayer d'adopter ici le point de vue strictement économique et maintenir le fait qu'il faut faire du libre-échange en interne, c'est-à-dire il faut briser ce que vient de dénoncer Roland. Est-ce qu'on le fait entre nous ou est-ce qu'on le fait avec le monde entier? Au niveau du monde entier, je rappelle ce chiffre qui a été confirmé et conforté récemment par l'INSEE à partir des travaux qui avaient été faits en 2021. La Chine nous rapporte 30 milliards de pouvoir d'achat supplémentaires tous les ans par les baisses de prix qu'elle induit. En Europe, oui. En France. Et 30 milliards. 30 milliards de pouvoir d'achat pour les Français. Et donc, dans un pays, que fait l'État. Hein. Et dans un pays, 3 primes d'activité. Dans un pays où on n'arrête pas de nous dire le problème c'est le pouvoir d'achat, le problème c'est effectivement le niveau de vie. Sans la Chine, on aurait une perte de notre pouvoir d'achat. Et Roland a cité l'Espagne. Je rappelle quand même que Pedro Sanchez, qui n'est pas forcément un Premier ministre socialiste espagnol. Premier ministre qui est un homme politique, donc il devrait être du côté des protectionnistes. Quand il est allé au mois d'avril dernier à Pékin, puisque tout le monde fait son pèlerinage en ce moment. Friedrich Merz, le chancelier allemand, y est en ce moment même. Voilà, donc il est allé à Pékin et à la surprise et au désagrément d'un certain nombre de dirigeants européens, notamment notre président de la République, il a dit l'intérêt de l'Europe, c'est de continuer à faire du libre-échange et vous n'êtes pas pour nous une menace, vous êtes un partenaire, a-t-il dit aux Chinois. Peut-être qu'il fait un peu de politique aussi et qu'il n'est pas forcément économiste. Et donc, je pense que là, il avait adopté le point de vue des économistes et pas exclusivement des politiciens. Enfin, dernière remarque, le chancelier allemand, il est à Pékin et il y a un mois, il était à New Delhi. Oui. Et bien, je pense que le véritable enjeu, c'est essayer de jouer sur la concurrence entre Pékin et New Delhi. Le président a fait l'autre a fait dans l'autre sens. Ce qui est intéressant d'ailleurs, j'ai posé la question à ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de la différence entre le voyage de Macron et le voyage de Merz, hein? Et il dit, Merz ne pense qu'à s'occuper du business allemand, alors que le président Macron a essayé d'avoir une position européenne, globale. Et quand on regarde des voyages il y a 15 ans, parce qu'il y a des voyages en Chine des présidents, c'était quoi la question des journalistes? Est-ce que vous avez parlé des droits de l'homme? Est-ce que vous avez engueulé les Chinois? Vous en avez vu un là qui fait la leçon? C'est fini tout ça. Maintenant, on est en train de savoir ce qu'on va pouvoir garder comme business. Hein. Et il a rappelé quand même,
M. Merz, que les Airbus, c'était aussi allemand. Il a vendu 120 Airbus. Et d'ailleurs, il y a des commandes. Voilà, Roland Gillet. Juste un point par exemple, sur ce que Jean-Marc disait, mais qui renforce ça. Les banquiers centraux sont peut-être ce qu'ils sont, c'est facile de les critiquer, surtout quand on n'y est pas, mais il y a une chose certaine, banquiers centraux, j'entends, mais on travaille aujourd'hui sur la core inflation, donc on enlève volontairement dans les prix qu'on regarde l'évolution des prix de l'énergie et de l'alimentation, donc tout le monde n'est pas quand même un peu à côté de la plaque, c'est ça que je ne vais pas vous dire. Et deuxième chose, que ce soit Pedro Sanchez ou un autre, ce qui est bien, et vous voyez bien ce que Jean-Marc a dit, et on ne peut pas l'étiqueter à droite pour le coup. Non. Et moi, je le vois évoluer depuis déjà pas mal de temps en Espagne, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il est très heureux d'être où il est politiquement, de ne pas avoir de majorité et d'avoir des indépendantistes qui lui font des difficultés à voter les budgets, et où il peut dire que la politique qui a été menée depuis 13 ans et qui n'est pas le miracle espagnol, mais qui a des efforts qui sont devenus le goût de l'effort parce qu'ils obtiennent des résultats, la partie qui est la plus, on va dire, rigoureuse, ça ne veut pas dire des plans d'austérité, mais rigoureuse dans la gestion, c'est pour avoir une majorité, et comme les indépendantistes sont étiquetés fort à droite, pour qu'ils puissent voter, il faut qu'ils le fassent avec. Donc, il gère adroitement ça. Et deuxième chose, je pense qu'il écoute des économistes. C'est un gars de gauche qui gère à droite. C'est-à-dire, comme ça arrive souvent, et je pense que comme il est à gauche, quand il dit que c'est à cause des gens de droite qu'il est bien obligé, ça passe mieux que si c'était des gens de droite qui avaient une petite gauche. Et là, pour le coup, je peux vous dire que c'est l'exemple. C'est un grand classique de la politique. Bien sûr, mais on a fait un petit peu partout pareil. François Hollande a redressé les comptes publics et c'est Emmanuel Macron. Par contre, vous avez vu de nouveau, quand il y va, Louis, il parle au nom de l'Espagne. Bien entendu, en Européen convaincu qu'on est tous. Et quand, je pense, d'autres chefs d'État, dont Merz aujourd'hui, vont voir également, vu que je vous ai dit, ils exportent plus à l'international qu'au niveau de la zone euro, ils sont d'autant plus sensibles à ça. Des gens qui vont voir Trump, même s'ils sont de l'Union européenne, ont souvent tendance à gérer leurs problèmes que Trump leur adresse de façon microéconomique pour éviter de passer par la Commission. Donc on est encore fort, et Jean-Marc l'a rappelé, entre nous, des concurrents plus que des partenaires. Voilà la difficulté de créer un nouvel Airbus. Voilà, il faut qu'on avance. Question courte, réponse courte. Est-ce qu'il faut un Buy European Act? Roland Gillet, vous dites non, ça ne sert à rien. Bof, je ok. dis, Jean-Marc Daniel? Non. Non, bon. Et moi, je dis oui. Guillaume Dard, oui. Dit oui. Bon, voilà, on a trois teintes, quoi. Un oui, un non et un... J'aurais tendance à dire, si je peux me le permettre... Ça existe en Chine et aux États-Unis, quand même. Hein. Vous pouvez le faire, mais je ne suis pas sûr que ça donnera des résultats. Voilà. Bon, donc non. Tentez l'expérience. Voilà. On dit non tout de suite comme ça. Allez, je voudrais qu'on avance et qu'on parle de cette fameuse note qui a fait tant de bruit. Vous savez, ce débat qu'il y a eu entre Éric Lombard, ministre sortant des Finances, qui indiquait que des dizaines de milliers de foyers riches ne payaient pas d'impôts. Amélie de Montchalin au budget, qui expliquait que non, ça n'était pas vrai. Deux sénateurs, le président et le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, sont allés voir sur place à Bercy et ont obtenu enfin ces statistiques. 13 335 foyers qui acquittent l'impôt sur la fortune immobilière ne paient pas d'impôt sur le revenu. Est-ce que ça vous a surpris? D'abord, ce serait bien d'avoir les chiffres, parce que là, on comprend rien. Si, comme l'impôt sur la fortune immobilière, c'est à peu près 1,3 million. 1,3 million, absolument. Donc 1,3 million. Si c'est le truc de l'île de Ré qu'on nous ressort, et 13 000, c'est pas non plus des centaines de milliers déjà. Donc, je sais pas combien. Je rappelle qu'il y a 40 millions de foyers fiscaux en France. Bon, 41. Si il y a un certain nombre de gens qui ont hérité d'immobilier et qui ne gagnent pas leur vie, ça n'a rien de nouveau. Peut-être que là-dedans, il y a des situations qui mériteraient de s'attaquer aux suroptimisations. Mais à ce stade-là, ce n'est pas ce qu'on nous donne comme chiffre qui va, que je trouve bizarre. Je rappelle que l'âge moyen du contribuable à l'IFI c'est 70 ans. Bon, donc effectivement, on est à la retraite avec des niveaux qui baissent. Donc, c'est taxant. 1,3 million de patrimoine immobilier. Et d'ailleurs, si on en parle d'inflation, puisque ils ont acheté leur immobilier, s'ils ont acheté ou hérité leur immobilier il y a un certain temps, qu'ils n'ont pas trop mal acheté, il y a une possibilité qu'ils aient gagné ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient ni fait une bonne carrière et probablement, ils peuvent avoir une mauvaise retraite. Il y a des époques où, je ne sais pas, il y avait des commerçants ou une profession libérale. Donc, à ce stade-là, ça me semble, sur ce chiffre-là, oui. Ça ne me semble pas anormal. Ouais. Charles de Courson va tenter de faire la lumière. Charles de Courson, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, vient de lancer une commission d'enquête sur, je cite, l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et leur contribution au financement des services publics. Oui. Jean-Marc, souvent des gars dont les terrains valaient très cher il y a 2 ans. Roland Gillet. Il y avait un élément qui avait été ajouté dans ce que j'ai lu sur cet élément-là, donc il faut regarder pour en savoir plus, mais il semblerait, si on lit ce qui est dit, qu'au fur et à mesure que les gens sont de plus en plus riches,
il y a de plus en plus de gens dans cette classe-là qui ne paient pas. Donc là, c'est plus interpellant, mais de nouveau, comme on ne sait pas ce que ça veut dire et qu'on ne sait pas qui, mais en gros, prendre un nombre sans dire d'où viennent ou pas les revenus, très difficile. Deuxième chose, il peut y avoir aussi des gens qui optimisent en étant plutôt sur des actifs qui conservent et n'ont pas de revenus. Donc, s'ils n'ont pas de revenus, ils ne se payent même pas de dividendes et vivent de leur épargne, enfin, du fruit de leur épargne. Oui, et passée. parfois par l'endettement. C'est ça aussi bien qui est sûr, souligné. Bien sûr. Donc, voilà. c'est C'est notamment la question des holdings. Voilà. Et deuxième chose, l'ISF a quand même été changé. L'impôt sur la fortune a été transformé en impôt sur la fortune Avant, immobilière. c'était sur la fortune immobilière. C'était une meilleure façon de voir vraiment la richesse des gens, puisque les gens riches ont souvent, à côté de leur immobilier, une grosse fortune à côté. Ici, on n'a qu'une vue sur l'immobilier qui est très réducteur. Hein. Oui. Bon, et s'il faut lire tous les livres de Jean-Marc, je fais juste une intro des livres de Jean-Marc, mais Jean-Marc sait très bien que les taux officiels d'imposition en France depuis 1300 sont toujours beaucoup trop élevés et qu'en permanence, on fait il y a des espèces de systèmes pour qu'ils ne soient pas appliqués, parce que sinon, c'est la révolte immédiate. Oui, enfin, c'est pas aussi net que ça. Ce qui était clair, c'était quand on a atteint les taux sur l'impôt sur le revenu aux États-Unis à plus de 90%, dont Thomas Piketty nous annonce que ce serait le nirvana. Je rappelle, donc on l'avait d'ailleurs signalé, Guillaume et moi, à plusieurs reprises dans cette émission, c'est que quand Kennedy est arrivé, qu'il les a baissés, puisque c'est Kennedy qui a baissé ses taux, il avait fait faire une petite étude comme celle que va faire Charles Amédée de Courson. Personne ne les payait. Et personne ne les payait, et Kennedy avait eu cette réflexion. Dit, cette législation, ça ne rapporte rien à l'État, mais tout aux conseillers fiscaux. Et donc, donc il faut effectivement aussi analyser une législation. Bon. Alors, sur les 13 000, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Justement, avec... Il en faudrait plus. Mais je m'attendais à beaucoup plus, parce que effectivement, c'est l'histoire du propriétaire, autrefois, à l'époque de l'ISF. Oui, le fameux paysan de l'île de Ré. Le paysan de l'île de Ré. Tous les ans, on avait droit aux paysans de l'île de Ré, à tel point qu'on pouvait se demander si c'était pas un comédien qui faisait ça, vu la façon dont il se présentait, dans une masure, avec un sol en terre battue, des poules qui couraient partout, qui disaient « je suis redevable de l'ISF », bon, avec un béret. C'est pour ça qu'on avait instauré le plafonnement de l'ISF. Il y avait effectivement un bouclier par la droite. qui avait été instauré. Non, le bouclier avait été instauré. Non, par la gauche. Par la gauche. Et la droite avait mis le plafonnement du plafonnement. Supprimé par Juppé. Et donc effectivement, il faut d'esthète fiscale. Ça d'un peu plus près. Je pense quand même, par rapport à ça, il y a quand même deux choses qui me frappent. La première, c'est l'obsession des gens sur l'impôt sur le revenu, alors qu'on a l'impression que c'est le seul impôt qu'on paie. Donc, alors qu'il représente 80 milliards sur les 1300 milliards de prélèvements obligatoires. Donc, il y a une espèce d'incapacité à réaliser vraiment. Mais que vous expliquez comment, Jean-Marc Daniel, cette fascination, on n'arrive pas à poser ce débat sereinement. Sereinement, et sur l'impôt sur le revenu, alors, à mon avis, c'est en train c'est historique. Oui, c'est historique, parce qu'il y avait une sorte de geste de soumission, on allait apporter sa feuille d'impôt, on y allait le dernier jour, vous aviez la queue devant le centre des impôts pour être là le dernier jour, et puis ensuite, il y avait ce tiers qu'on payait, puis à la fin, le mois de septembre, arrivait le dernier tiers, ça. Avec le prélèvement à la source, toute cette symbolique, c'est en train plus ou moins de s'effacer, mais il reste le fait que l'impôt sur le revenu est symboliquement une chose très forte. Et la deuxième chose, c'est effectivement la valorisation de ce patrimoine immobilier, et surtout, vous l'avez dit, le patrimoine immobilier en question est détenu essentiellement par des personnes âgées. Oui. Un des grands enjeux maintenant, ça ne va pas être tellement l'impôt sur la fortune, mais l'impôt sur les successions. Parce qu'il va y avoir effectivement... On prendra tout, Jean-Marc. Voilà. Alors après, effectivement, il y a le raisonnement de Mélenchon, je prends tout. Je prends au-dessus d'un certain niveau. Je prends tout. Les maisons, tout ça, je prends. Et puis il y a effectivement une vraie réflexion sur comment on va gérer cet immense transfert. La grande transmission, j'ai pu les commenter, c'est absolument colossal. En dizaines de milliers de milliards d'euros. Et vous voyez que même dans les pays plus riches, même frugaux, on a des idées un peu bizarres, là pour le moins bizarres. C'est, vous avez vu en Hollande, enfin aux Pays-Bas, c'est non seulement ils veulent un impôt sur les plus-values, mais c'est le projet, mais pour le moment c'est même sur les plus-values latentes, ce qui n'a jamais été prélevé nulle part. Non, mais vous l'avez regardé, le système existait déjà, il était basé sur un taux forfaitaire, il veut que ça soit sur un taux réel. Oui.
Donc il existait. C'est pas nouveau. Je sais bien, mais c'est pas nouveau. Oui, non, je n'ai pas dit que c'était nouveau. Je dis juste, vous imaginez un petit peu. Ça veut dire que même en termes conceptuels, et c'est 39%, donc c'est beaucoup sur une plus. Beaucoup plus que la flat tax. Et deuxième chose, c'est dans un pays. Et à 37 marginalement. Et c'est dans un pays ultra sensible pour une deuxième raison. C'est qu'aux Pays-Bas, contrairement en France, en Belgique et ailleurs, le système de pension est un système par capitalisation. Donc ça touche encore plus de gens. Et je répète encore une fois, si je peux me le permettre, c'est quand ils ont eu des idées brillantes comme ça, regardez ce que ça a donné au niveau immobilier. C'est les premiers qui se moquaient de ce qui se passait en Espagne et ailleurs, d'ailleurs, sur les crises immobilières. Et à un moment donné, ils ont supprimé l'avantage fiscal qui consistait, tant que vous construisiez des maisons, quel que soit le niveau de revenu, de déduire totalement de vos revenus, et donc vous ne payez plus d'impôts du tout, ce que vous mettiez dans vos maisons. Le montant des travaux. L'ont fait, et puis un jour, ils ont décidé, un gouvernement qui est arrivé, on supprime. Bourdoum, les prix sont dégringolés, et s'ils n'avaient pas été là, et peu de gens le savent, pour sauver leur banque, je vous en cite une, SNS Real, sur lequel je suis intervenu comme expert, ça a coûté plus cher de sauver SNS Real, parce que c'était des petits porteurs au niveau de leurs dépôts, que de sauver Fortis. Donc clairement, quand on fait ce genre de choses, c'est quand même réfléchir, parce que là, c'est un prélèvement, si c'est sur une plus-value latente, où vous n'avez pas encore eu de revenus, et où le cours peut varier forcément. Pas réalisés. Mais ça veut dire qu'on est prêt, je voulais juste ajouter au débat, aujourd'hui, on est prêt à aller chercher l'argent où il est, pas toujours pour de bonnes mauvaises raisons. Mais Raphaël, vous avez le chiffre en tête, je crois. Combien de pourcents des gens payent quel pourcentage de l'impôt sur le revenu en France ? L'impôt sur le revenu, il y a 46 ou 47%, 54% ne le paient pas. Donc plus de la moitié des foyers fiscaux ne paient pas l'impôt sur le revenu en France. Et il y en a 10% qui en paient les trois quarts. 10% en paient les trois quarts, 1% en paye un tiers. Donc 400 000 foyers. Donc c'est eux qui devraient aller se plaindre et aller attraper 80 milliards. tous ces gens qui ne payent pas. C'est ceux qui payent. Vous dites que l'impôt est trop progressif en France, Guillaume Dard. Non, je dis que le paradoxe, c'est ce que vous avez lancé comme sujet, Raphaël, en disant pourquoi on est sur ces sujets-là. Je veux dire, par rapport aux chiffres que vous venez d'évoquer, ceux qui devraient protester sont déjà ceux qui en payent beaucoup, pas ceux qui n'en payent pas. Donc, et comme l'a dit Jean-Marc, tout ça, en plus, c'est un autre sujet. Et un point aussi qui est dans différents pays, c'est vrai en France, c'est vrai en Belgique, c'est vrai ailleurs, mais c'est surtout vrai en France, c'est la manière dont en mettant des taux à des niveaux très élevés, si on ne veut pas dissuader toute activité supplémentaire, c'est de donner des possibilités d'y échapper, donc, ou d'avoir des déductions fiscales qui permettent de faire baisser forcément l'assiette. Un certain temps. Allez, il nous reste 5 minutes. 5 minutes pour parler rapidement de cet accord entre partenaires sociaux signé hier sur l'assurance chômage. On va rogner un peu la durée d'indemnité des ruptures conventionnelles. La question, 1 minute 30 chacun, c'est est-ce qu'il faut ou pas un tour de vis sur l'assurance chômage au moment où le chômage repart à la hausse ? Alors, je rappelle que les économies qui ont été décidées hier, François Bayrou proposait 4 milliards sur l'assurance chômage. Sébastien Lecornu a divisé par 10 l'effort. On n'est plus qu'à 400 millions. Ça reste assez calme. Guillaume Dard, alors, oui ou non, faut-il encore un tour de vis sur l'assurance chômage ? Je ne comprends même pas la question globalement. Le sujet français, c'était qu'avant, il y avait finalement une interdiction de licencier, sauf à passer par un processus juridique extrêmement lourd, qui était du coup un peu contourné, c'est-à-dire qu'on faisait semblant de se disputer, et puis après on était d'accord. L'énorme progrès de la rupture conventionnelle, ça a allégé le truc, et ça a été nécessaire, et quand... Si toutes ces nouvelles start-up, si on avait le vieux système, il n'y aurait jamais d'engagement d'emploi. Donc, ce qui compte surtout, c'est de ne pas toucher à ce système globalement. Après, je ne connais pas assez les chiffres. Il coûte quand même 10 milliards, mais qui profite aux diplômés. Mais écoutez, on ne sait jamais ce que ça veut dire coûter. Écoutez, c'est 10 milliards. Je veux dire, sur les 35 milliards d'indemnisation au chômage. C'est toujours coûter. S'il n'y a pas de job, qu'est-ce que ça coûte d'avoir le chômage ? Ce qu'on sait, c'est que ça bénéficie à 3 quarts à des gens qui auraient démissionné. Pas vous personnellement, mais on marche toujours à l'envers sur la notion de dépenses fiscales. Donc, je ne dis pas. Là, c'est des indemnités qu'on verse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui en profitent de façon indue, et donc je ne trouve pas ça bien. Et moi, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui voulait s'en aller, je lui dis, est-ce que si tu démissionnes, tu démissionnes ? Bon, mais comme il y a un état d'esprit du pays qu'on connaît à l'envers, effectivement, on est obligé de rentrer dans ces réflexions. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faut un tour de vis sur l'assurance chômage à nouveau ? Alors, je ne pense pas qu'il faille un tour de vis financier, je pense qu'il faut un tour de vis en durée d'indemnisation. Là aussi, si vous regardez les travaux qui ont été faits, notamment il y a Peter Diamond qui a eu le prix Nobel pour ça, et qui explique assez bien que le véritable enjeu, c'est de donner aux gens un certain temps pour qu'ils puissent se retourner et trouver un autre emploi, éventuellement se former s'ils sont sur des secteurs qui sont des secteurs en décroissance, mais qu'il faut, pendant cette période où on leur donne un certain temps
temps, il faut effectivement leur maintenir un niveau de vie qui soit un niveau de vie à peu près décent et pas en totale rupture avec ce qu'ils ont connu précédemment. C'est ce qui a été décidé hier. On a ramené de 18 à 15 mois la durée d'indemnisation. Et donc je pense que effectivement, si vous regardez ces travaux, d'un pays à l'autre, les économistes qui ont travaillé là-dessus disent il faut entre 12 et 14 mois d'indemnisation et aller au-delà, c'est pas raisonnable. Donc je pense qu'en France, il faut continuer à aller vers une indemnisation qui dure 12 à 14 mois, un an. Roland Gillet. Mais on a eu le débat en Belgique il n'y a pas longtemps et le vice-premier ministre, ministre de l'économie et de l'emploi, a pris une décision courageuse. Et il est francophone, donc je veux dire, il a une adhésion également du côté francophone. Et donc, nous, on n'avait pas d'échéance, c'est-à-dire que vous pouviez rester au chômage selon... Ad vitam. Oui, par tous les... On espérait que non, mais il y a des gens qui sont restés très longtemps. Donc, il n'y avait pas de durée. Il l'a ramené à 2 ans. Et donc, clairement, c'était une nouveauté. Et comme Jean-Marc l'a rappelé, on sait aussi pourquoi on fait ce genre de délai, même s'il faut accompagner derrière, parce que le type, il va après sur ce qu'on appelle chez nous les centres publics d'aide sociaux, si jamais il n'a pas retrouvé quelque chose ensuite. Mais néanmoins, on a capé également, et effectivement, on a essayé de tenir quand même un équilibre social, puisque vous doutez que comme en France, il y a eu des mouvements dans la rue, mais pour le moment, c'est ce qui est en train d'être mis en place, qui est évidemment utilisé par l'opposition assez logiquement pour dire c'est une régression sociale. On verra bien au niveau des résultats. En tous les cas, le but n'est pas d'avoir plus de chômeurs, mais d'avoir plus de gens qui retrouvent un emploi. Évidemment. Vous savez ce que disait Raymond Barre il y a 50 ans. Il avait été dans une manifestation où il y avait des gens qui criaient touchez pas au chômage, améliorez l'indemnisation. Je vous rappelle qu'à l'époque, on pouvait toucher jusqu'à 90%. Et Raymond Barre dit non, ça c'est pas une bonne solution. Si vous voulez véritablement un emploi, créez une entreprise. Comme ça, vous aurez un emploi. Vous serez votre propre. Et la chute parfaite de cette émission sur Raymond Barre. Vous voulez un emploi, créer une entreprise. C'est un peu l'esprit d'Emmanuel on va voir Macron en quand même 2017. ce qui se passe avec l'IA sur ce débat. Évidemment. Merci à tous les trois pour ce débat absolument passionnant. Roland Gillet, Jean-Marc Daniel et Guillaume Nard. Émission disponible en podcast et replay, évidemment sur l'application BFM Business et toutes les bonnes plateformes.